Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 30 et 31 août 2023. Évidemment 30 et 31 parce que ça dépend où on est sur Terre, ça peut être pour certains, donc ici par exemple au Canada le 30 et en France le 31 août 2023. Alors, qu'est-ce que l'on a lors de cette pleine lune? Eh bien c'est la suite du carré, si vous vous rappelez la dernière fois lors de la dernière nouvelle lune, eh bien, on a le carré d'une conjonction qui n'est pas très précise, mais qui est quand même importante, de Jupiter-Uranus en taureau, qui fait carré toujours à Vénus. Vénus en lion qui est rétrograde. Là, il y a quelque chose de très particulier sur ce point. C'est simplement que Jupiter, très bientôt, va devenir rétrograde, donc il est stationnaire ou à peu près au moment de cette pleine lune. Et Vénus, elle, est aussi stationnaire puisqu'elle va redevenir directe, elle qui est rétrogradée en Lion. Et si on se penche sur le point, eh bien on va voir qu'on a un carré entre Vénus et Jupiter depuis environ, en fait c'est un gros mois de carré entre Jupiter et Vénus. Pourquoi? À cause de ces rétrogradations-là. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, ils vont l'un vers l'autre. Et donc Jupiter avançait lui en taureau, Vénus reculait en Lion, donc parce qu'elle était rétrograde, et donc ils allaient l'un vers l'autre. Et là, finalement, ça a dépassé. Jupiter a avancé un peu plus que le moment où le carré sera exact, et Vénus a reculé un petit peu plus, et donc le carré s'est rétréci, il est en dessous de 90 degrés d'écart pour faire un vrai carré. Et là, finalement, et Vénus et Jupiter, donc Jupiter lui va se mettre à rétrograder, et Vénus va se mettre à avancer, et donc ils vont les deux aller l'un vers l'autre dans ce carré. Et donc, ils ont un moment stationnaire les deux en même temps dans ce carré-là. Pourquoi ça a tellement de sens? Je donne un petit background comme ça d'interprétation astrologique un peu plus détaillé pour ceux qui n'aiment pas trop, je suis désolé, mais je trouve ça très pertinent, ça nous fait comprendre pourquoi après l'interprétation aura un sens aussi fort, qu'est-ce qui est si spécial là-dedans? Eh bien, ce placement de rétrogradation des stationnaires est très particulier. Mais on ajoute à ça que Jupiter est au moment où il est le plus rapproché de Uranus, en taureau, et on le sait qu'en 2024, la grande conjonction de l'année sera la conjonction Jupiter-Uranus. Donc on sait que nous sommes en préparation de ça. Et la préparation exacte donne lieu à quoi? Un carré entre principalement Jupiter et Vénus, mais disons Jupiter-Uranus et Vénus. Et donc on voit le caractère de cette préparation, c'est vraiment ce carré à Vénus. Donc ça, c'est un aspect qui se poursuit. On a parlé dans la nouvelle lune passée d'amour et de fidélité. Fidélité en amour, fidélité à l'amour, donc un point très intéressant. Voilà. Mais là, ça se poursuit et on va l'amener dans un angle tout à fait nouveau, celui tout simple qui concerne l'autre point particulier de cette pleine lune qui est tout simplement, eh bien si vous le voyez peut-être déjà, c'est la conjonction Lune-Saturne. Et donc la Lune qui rend visite à Saturne lors de cette pleine Lune, donc la pleine Lune en Poisson, est en conjonction à Saturne en Poisson qui est rétrograde là-bas. Et donc voilà. On se rappelle quand Saturne a fait son entrée en Poisson, on avait parlé du grand ménage. Le grand ménage commence, le grand nettoyage, etc. Parce que Saturne entre en Poisson alors que Pluton, lui, entrait en Verseau. C'était passé à peu près en même temps. On voyait que ça coïncidait bien. Et donc, évidemment, qu'on sort de l'ère des Poissons et on entre dans l'ère du Verseau. Et donc, le Saturne venait faire donc un grand nettoyage des Poissons. Ça, c'est pas terminé. Tout le long du passage de Saturne en Poisson, cette fois-ci, il fait ce nettoyage. Et donc là, d'avoir une pleine lune sur ce Saturne qui fait ce travail de nettoyage qui dure un peu plus de 2 ans, eh bien voilà que c'est quand même particulier. Une pleine lune exacte, pas exactement, c'est à quelques degrés près, mais quand même la pleine lune sur le Saturne, ça a un sens spécial. Donc qu'est-ce que l'on fait? On balaye des choses du passé. C'est quoi le passé? Les 2000 ans qu'on vient de passer. Une ère astrologique, c'est plus de 2000 ans. Comme on est en période de transition, on peut se dire environ un bon 2000 ans qui vient de passer. Voilà, on balaye les croyances qui se sont déposées là, dans une énergie poisson pendant cette période. Et du coup, cette fois-ci, comme on a le grand carré Jupiter-Uranus avec Vénus, eh bien les croyances qui touchent quoi? Encore une fois, le sujet de l'amour, et l'amour déposé dans notre réalité terrestre, vraiment très terrestre, puisque Jupiter et Uranus sont en taureau, le signe le plus dense, le plus terrestre, et d'ailleurs Vénus gouverne en taureau. Donc voilà. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi on va aller travailler le sujet qu'on ouvre aujourd'hui, qui est d'aller chasser, d'aller repousser, d'aller, voilà,
c'est pas dénoncer, mais vraiment aller nommer, chasser, déplacer, essayer de voir plus clair dans les clichés qui se sont déposés dans ces 2 derniers millénaires, on pourrait dire, sur l'amour. Hein? Donc sur le vécu réel, concret dans l'amour. Voilà. Voilà la petite introduction vraiment qui parle des espaces astrologiques principaux. Et là, on va maintenant ouvrir le sujet. Alors, maintenant, on dit Jupiter-Uranus amène des grands changements. Sur Terre, en taureau, carré, Vénus en lion, et il y a cette histoire de stationnaire, de rétrogradation, le carré qui dure très longtemps. Il y a une complicité en plus dans ça, puisqu'ils sont stationnaires en même temps. Ils vont l'un vers l'autre, dans le carré qui demande du changement. Uranus est là, il demande du changement. Donc vraiment, sur la notion d'amour qui brille, eh bien, il y a des grands changements demandés. Alors, voilà. Si l'on veut faire des grands changements sur le sujet de l'amour, comment est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs façons de procéder. Évidemment, en général, souvent, on va prendre un côté plutôt psychologique. Hein, les études, le côté, en ce moment, sur Terre quand même, le côté scientifique est fort. Et donc, on va tâcher de s'appuyer sur des cas, des études de cas, le côté psychologique, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils ont étudié. On va aller chercher comme souvent un côté psychologique assez fort. Mais voilà que ce qui s'est déposé dans cette période poisson, dans cette ère des poissons, Saturne qui vient bouger des choses qui se sont déposées dans notre lune, dans cette pleine lune, on vient mettre en lumière des choses qui se sont déposées, qu'on ne voit pas qui se sont déposées. C'est une pleine lune, donc on y met une grande lumière et Saturne nettoie en même temps. Toutes ces mémoires poissons qui se sont déposées. Et qu'est-ce qui s'est déposé là? Ah ben justement, beaucoup de croyances qui parlent que l'amour, eh bien pour l'évaluer, eh bien on va prendre nos outils terrestres. Ça veut dire nos études psychologiques, ça veut dire ce qui se passe en général, ce qu'on va observer, ce qui est, voilà, ce qu'on pense habituellement, ce qui est visible, ce qui est matériel, ce qui est notre propre contentement. Est-ce que nous sommes heureux? Des choses comme ça. On va prendre ça beaucoup. Et voilà qu'on s'est fait dire les éléments du monde subtil, du monde spirituel, les éléments du monde invisible, et donc évidemment les êtres de lumière, eh bien ça, n'y touchons pas trop. N'y touchons pas trop, c'est réservé à un domaine. Pour ceux qui sont dans un milieu religieux, ben, c'est réservé au domaine de la religion. C'est la religion qui fait les mariages d'ailleurs. Donc le côté subtil de l'amour qui touche le monde invisible, qui touche les êtres de lumière. En général, on s'est fait dire, et ça s'est déposé beaucoup dans l'humanité, voilà, c'est pas tellement notre affaire. Nous, masse, nous, grand public, nous, voilà, humains normaux, voilà, on ne s'occupe pas de ça. Soi-disant, les religions, elles, s'en occupent. Soi-disant, d'autres espaces s'occupent de ça. On s'est fait dire ça beaucoup. Et regardez, observez avec un œil très objectif où on en est rendu avec nos conceptions de l'amour. Quand on va peser ça, comment l'amour est présenté aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, celle de Nouvelle Lune passée, j'ai parlé de que l'amour est un état de conscience. C'est déjà bien. Ça ouvre certains espaces. Mais voilà qu'aujourd'hui, on va un peu plus loin. On va nommer que, comme dans tout espace, et dans l'espace de l'amour comme tel, eh bien, si on veut des vrais changements, comme Uranus veut les amener, avec Jupiter qui dit oui, on fait le changement, on prend les changements, c'est écrit, le président a voté, ça veut dire symboliquement, tout est en faveur de, c'est voté, c'est choisi, c'est décidé, ça Jupiter donne cette force, et Uranus dit on fait le changement. On est en taureau sur Terre. Voilà. Vénus en lion, l'amour qui brille. Un carré très puissant, spécial. Bon. Eh bien, pour arriver à ce changement, il faut intégrer de nouvelles notions et nettoyer les anciennes. Donc, toutes nos façons de mesurer, de percevoir, de comprendre, tout ce qui nous a été inculqué, soit par des notions scientifiques, parce que la science aime bien se garder un peu, cette vision scientifique aime bien se garder un peu, voilà, les humains sous la main, quelque part. La religion aussi a fait pareil. Ah ben voilà, que cette fois-ci, comme on veut un vrai changement, une nouvelle terre, on dit un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Eh bien, qui va apporter ça? Un carré pareil vient travailler sur ça. On le sait que c'est une introduction par rapport à ce qui viendra en 2024 avec la grande conjonction Jupiter-Uranus, mais là, ce qui est spécial, c'est qu'on travaille beaucoup sur Vénus. Donc dans cette introduction, on travaille beaucoup sur l'amour. Et ça se poursuit dans cette pleine lune-ci par rapport à la nouvelle lune passée. Cette fois-ci, ce qu'on ajoute, c'est la perception du monde spirituel, du monde de lumière, vraiment des êtres invisibles, dans cette réalité de l'amour. Ça semble habituel, ça semble un peu anodin. On a l'impression qu'on le fait déjà. Quand on parle d'âme sœur, quand on parle d'âme, on se dit oui, oui, je suis à la recherche de ça. Mais il faut vérifier nos référentiels profonds, intérieurs, ce sur quoi ils se basent. Et qu'est-ce que ça fait si on ajoute la réalité de l'amour dans notre réalité de vécu, la réalité du monde spirituel, des êtres de lumière, dans notre vécu et notre réalité de l'amour? Nos calculs ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui change entre autres? Vous le savez, pendant longtemps, certaines religions, certaines croyances, justement, condamnaient l'amour. Condamnaient, voilà, faire l'amour, c'est que pour procréer, c'est que pour faire des enfants, par exemple. Il y a toutes sortes de points de vue qui se sont collés sur ça. De vieilles choses, pleines de frustrations étranges. Il y a eu ça qui s'est collé. Et dernièrement, il y a des côtés scientifiques qui disent mais non, voilà, c'est santé de faire l'amour. Il y a toutes sortes de choses qui se glissent là-dessus, avec des points de vue plus soit de la psychologie, soit du côté vraiment scientifique et tout, même médical parfois. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui se sont collées comme ça. Il faut savoir quand même que tous ces points de vue, y compris le côté religieux, ne nous encourageaient pas à nous-mêmes avoir une réelle perception des mondes de lumière en amour. Et là, je nomme ça. Et ça éveille un grand problème. Mais comment est-ce que l'on fait? Puisque les mondes de lumière, on ne les voit pas, sauf si on est clairvoyant en particulier. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour ouvrir tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Là, on le dit, ça paraît gentil, ou rêveur, ou, voilà, utopique, je ne sais trop, pour chacun ça va être différent. Mais en réalité, comment est-ce que l'on fait pour ajouter la réalité d'un plan des êtres de lumière dans un monde de l'amour qui est certes très convoité, que tous veulent s'accaparer le point de vue sur l'amour, mais comment est-ce que l'on fait? Premièrement, eh bien, ce qui est certain, c'est que les êtres de lumière, eux, eh bien, ont une vision complète des choses. Donc, il n'y a rien qui est à part. Il n'y a rien qui est dogmatique. Rien. Puisque c'est une vision complète. Il n'y a pas de dogme. Donc, on n'est pas dans ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Premièrement, on n'en est pas là. Déjà, ça, faut enlever. Parce que tout ça est un héritage, soit de la science, soit de la psychologie, soit des religions, soit de toute forme qui essaie un peu de vendre un peu sa salade. Moi, ce que je fais là, je ne vends pas une salade. Je parle de ce monde spirituel que chacun peut ajouter. Je parle de ces êtres de lumière que chacun peut développer ses liens avec eux et explorer ce royaume de l'amour, cette réalité de l'amour d'une façon plus grande. Et comment est-ce que l'on fait pour y arriver? Je vais donner un truc, tout simplement, qui vient du monde de l'astrologie pure. C'est pas vraiment un truc, c'est plutôt une façon de faire. Et donc voilà. Parce que le défi avec les êtres de lumière, c'est qu'on ne les connaît pas trop. On ne les voit pas vraiment. Eh bien voilà. L'astrologie elle-même, en réalité, pour l'instant, elle est encore considérée dans le monde beaucoup comme une science, on dit souvent, de prédiction ou de... Voilà, c'est une curiosité, et souvent, mais d'ailleurs, en amour, on a une curiosité. T'es quel signe, je suis quel signe, compatibilité, vous voyez le truc, très répandu. Donc on a une tendance à voir l'astrologie comme ça. Mais je donne l'exemple avec l'astrologie. L'astrologie, en réalité, eh bien, ce sont des grands êtres. Moi, je dis toujours, ce sont des êtres de lumière. Une planète, c'est un grand être. Vous le savez, il y a un grand mouvement, en tout cas spiritualiste, plusieurs mouvements même, qui ont tendance à dire, appeler la Terre, où l'on habite, notre planète Terre, comme Gaïa, par exemple. C'est connu, Gaïa. Et donc, on a une tendance à penser comme ça. Mais si la Terre, c'est Gaïa,
Les autres planètes, ce ne sont pas non plus des boules de roche ou de gaz ou autres, ce sont aussi des êtres vivants. Et la vie qui se déroule dessus nous échappe, sont des plans qui nous échappent un peu. Notre seule façon de se relier réellement à ces planètes en astrologie, c'est de les considérer comme des êtres vivants. Pour les considérer comme des êtres vivants, il faut les considérer comme des êtres de lumière. D'ailleurs, sur Terre, on les perçoit comme des êtres de lumière. Ce que l'on voit, c'est de la lumière. Et ça nous dit un indice énorme pour dire, voilà, ce sont en réalité des êtres de lumière qui nous montrent un corps physique, mais ce n'est pas là qu'eux ont le maximum de leur expression vivante. Ils vont aller bouger, déplacer des forces qui sont dans d'autres plans. Et donc l'astrologie a l'habitude, si on prend l'astrologie d'une façon vivante, un peu comme je le nomme en ce moment, et si l'on a l'habitude de se polariser aux planètes comme à des êtres vivants, comme à des êtres de lumière, et pareil avec les signes astrologiques. Ce ne sont pas des constellations fixes, ce sont des êtres vivants, avant toute chose. Et donc, si on commence à considérer l'astrologie comme ça, et moi, vous le savez, je le présente toujours de cette façon. Pourquoi je donne souvent un certain caractère aux planètes et tout? Parce que ce sont des êtres vivants qui font un certain travail. On parle vraiment d'êtres de lumière. Eh bien, on se sensibilise comme ça à des êtres de lumière. Et vraiment, voilà, c'est ce que l'on fait. En permanence en astrologie, on se sensibilise aux êtres de lumière. Eh bien, ça, voilà une façon de s'entraîner. Voilà une façon de s'entraîner à percevoir les êtres invisibles, les êtres de lumière. Et en amour, ben, ça va être la même chose. L'amour, on va considérer quelles sont les forces en jeu. On va essayer d'être sensible aux êtres de lumière qui sont là, dans cette relation amoureuse. Quelles sont les forces dans le monde invisible, je dis êtres de lumière, mais disons, des forces dans le monde invisible qui sont présentes. Qu'est-ce qui se passe dans les plans invisibles quand, par exemple, justement, on fait l'amour? Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les plans invisibles? Quand un enfant est conçu, quand on s'apprécie, quand on se caresse, quand on se dit des beaux mots, quand on s'aime. Et qu'est-ce qui se passe dans les plans invisibles? Quelles sont les présences qui sont là? On s'habitue à sentir un peu quelles sont ces forces. Voilà, 2, 3 petits indices. Comment s'habituer à ajouter le monde invisible, les êtres de lumière dans l'amour, dans le sujet de l'amour, que vous le savez à quel point c'est un sujet puissant, que tous veulent s'accaparer. En fait, si on s'habitue à regarder, à voir, à être sensible, et l'astrologie nous entraîne à ça. Donc ceux qui suivent la chaîne, là, cette chaîne-ci d'astrologie, où on considère vraiment toute force astrologique comme un être de lumière à la base, eh bien en réalité, on s'entraîne à quoi? À percevoir les êtres invisibles, à percevoir les êtres de lumière. On le nomme en disant telle planète, on le nomme en disant tel signe. Ceux d'ailleurs qui disent c'est répétitif, tu nommes trop longtemps les aspects astrologiques, pourquoi? Parce que quand on nomme les aspects astrologiques, qu'est-ce qu'on fait? On nomme les êtres de lumière qui sont en présence et qui font un travail spécifique avec nous maintenant. Simplement. On les nomme, on les reconnaît. Qu'est-ce que c'est important? Parce qu'après, pour se polariser bien par rapport au sujet, il ne s'agit pas d'avoir lu tous les livres de psychologie du monde, tous les livres de science au monde, pas du tout. Mais non, ce qui compte, c'est quoi dans ce cas-là? C'est est-ce qu'on est capable de percevoir les êtres de lumière qui sont présents? Donc, aussi bien se les présenter souvent, aussi bien se les nommer souvent avec cette perception et cette conscience pour nous habituer à les voir. Ça veut dire à les considérer. Quand il y a une situation d'amour, n'importe laquelle, vous êtes en couple, et il y a quoi que ce soit qui se passe, quelles sont les forces dans les plans invisibles présentes en ce moment? Comme on fait en astrologie. On regarde le thème astrologique, on regarde, mais quelles sont les forces subtiles, spirituelles de lumière liées au monde de l'astrologie? Il y a d'autres forces qui existent, mais celles-ci, on s'habitue à les regarder, les considérer. Eh bien voilà, Uranus, qu'est-ce qu'il fait en taureau avec Jupiter? Il pousse ces mondes invisibles, parce que c'est Uranus qui gouverne le monde du Verseau.
Ce monde du Verseau qui est sa mission quand même de nous connecter à cette grande fraternité, mais la grande fraternité qui est évidemment celle qui est complète, qui inclut les êtres des plans invisibles, qui en a beaucoup plus que des êtres visibles. Donc voilà. Voilà la suite. C'est ça qu'Uranus pousse par rapport au Jupiter. Et là, Jupiter est collé. Il dit oui, j'accepte, je signe les papiers. C'est le temps de changer nos points de vue. Et là, Saturne qui travaille sur la Lune, c'est le temps de se libérer de oui, mais la science dit ça sur l'amour. Oui, mais les religions disent ça sur l'amour. Viennent nous culpabiliser, viennent faire qu'on se sent mal sur ça. Et non, il faut faire attention. Oh. Et on a des croyances, et parfois on entend des sujets philosophiques qui soutiennent nos croyances, et là on est tout content. Mais non, les croyances, la Saturne libère tout, il nettoie tout, c'est le grand nettoyage, on l'a dit. Saturne travaille en Verseau, il fait un grand nettoyage, mais voilà qu'il travaille. Eh bien, s'habitue à voir qu'est-ce qui se passe dans le plan invisible pendant que l'on aime, pendant que l'on regarde, pendant que l'on aime moins, pendant qu'il se passe toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ces plans invisibles? Quelles forces sont présentes? Évidemment, on ne peut pas regarder, on n'a pas les yeux pour exactement, mais on peut s'entraîner à considérer des forces invisibles et là, doucement, on entraîne en nous cette capacité à les sentir, à se polariser comme si elles existaient, puisqu'on s'est fait convaincre tellement longtemps qu'il n'y en avait pas, que nous n'avions pas d'autonomie à sentir les êtres de lumière. Ça prenait soit des clairvoyants, ça prenait sinon la religion qui faisait semblant qu'elle gérait ça alors que très peu. Et donc, toutes sortes, les scientifiques qui disent il n'existe pas en plus, ça c'est le comble un peu. Et donc, voyez un peu, toutes ces forces très puissantes dans la société qui ont beaucoup d'influence viennent dire, voilà, le monde invisible n'existe pas. Ou encore, nous on s'en occupe, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la clairvoyance, vous n'avez pas, voilà, vous ne pouvez pas, peuple, non, vous ne pouvez pas. Mais voilà, qu'est-ce que l'on fait sur cette chaîne? De quoi parlent les étoiles? Qu'est-ce que l'on fait dans le parcours astrologie.life? Eh bien, c'est ce que l'on fait. On s'habitue à considérer les planètes, les signes astrologiques, toutes ces forces astrologiques, même les maisons astrologiques, comme des êtres spirituels de lumière qui existent. On se polarise à eux en permanence comme ça. Et on s'habitue à les inclure, à les voir, à les suivre, à travailler avec eux, à les connaître. Et bien voilà qu'on s'habitue à considérer les choses comme ça. Dans ce grand carré, dans le monde de l'amour, ça nous est proposé, ça nous est demandé. Allez voir ce qui se passe. Allez-y. Et cessez de croire ces baratins, ces vieilles croyances qui nous viennent soit de la science, soit de la religion, soit, on pourrait dire même de l'art. La plupart des espaces de nos vies qui ont été corrompus finalement, hein, malheureusement, eh bien, qui ont eu tendance, pourquoi corrompus? Parce qu'ils veulent s'approprier ces notions. Et moi, je ne dis pas que l'astrologie s'approprie ces notions du tout. Je dis, voilà un des domaines, hein, dans lesquels on peut habituer nos centres à être capables soi-même d'aller se préparer, se connecter, se rapprocher. Évidemment, ça prend un certain temps parce qu'on a beaucoup de clichés en nous qui ne sont pas tout à fait comme ça autonomes à se dire, voilà, je sens les présences de lumière qui sont là. Parce qu'on peut dire, je sens ça, se prononcer, mais est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est plein? Pas tout à fait. Ça prend un petit temps, il faut se donner du temps. Il faut être patient quand on travaille avec ces plans parce qu'on n'a pas trop développé ça dernièrement. Et on a plein de croyances qui nous y ramènent. La Saturne en nettoie plein. Donc les vieilles croyances, là, sur l'amour, qui traînent, c'est le temps d'en bouger quelques-unes. Et c'est une assiette neuve, c'est une nouvelle terre, c'est un nouvel espace, vraiment, en amour, d'ajouter. Voilà qu'il y a des présences spirituelles qui sont là. C'est nouveau. Des présences spirituelles qui meublent la relation d'amour, qui meublent la création d'un enfant, qui meublent les relations amoureuses de toutes leurs manifestations. Voilà qui est intéressant. Et après, on peut faire des choix éclairés, on pourrait dire soi-même. Ça veut dire à la lumière de. On le fait déjà, éclairer soi-même, mais éclairé par quoi? Par ces croyances qui sont là, qui proposent à notre tête, notre mental, notre cœur, toutes sortes de conceptions. Mais
qui ne sont pas tout à fait complètes. Parce qu'on n'inclut pas ce monde de lumière et l'ère du Verseau, qu'est-ce qu'elle fait? Ce que fait l'ère du Verseau, elle vient nous ajouter ça. Et là, pour la réalité de l'amour, voilà que c'est le temps de faire ça, de le voir comme ça, de le considérer de cette façon. Et il y a des pas à faire. Oh, beaucoup de pas à faire dans ce sens. Ce carré fait ça de façon parfaite. Saturne, Lune ensemble nettoie les vieux clichés, les vieilles croyances de façon parfaite. C'est un moment, voilà, pour se faire. Regardez ce qu'on vient de faire, ce que je viens juste de dire. J'ai renommé encore Saturne-Lune, le carré, et si on l'a en tête, on entend que j'ai sous-entendu que j'ai renommé, voilà, Jupiter-Uranus en taureau, voilà, qui font carré à Vénus en lion, les rétrogradations, tout ça. C'est comme si je les répétais. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à les considérer comme des présences vivantes. On les renomme, on les regarde à nouveau. Il y a quelqu'un dans la pièce. On ne va pas le regarder une fois et pour la soirée, c'est fini, on n'a plus besoin, je l'ai déjà regardé. Mais non. Parce que quand on nomme, on se polarise à la chose. Et donc, c'est comme si on la regarde, quelque chose qui est invisible. Comment on fait pour la regarder? On va commencer par la nommer. Quand on la nomme, tous nos centres, oups, se polarisent à cette chose. C'est pour ça, souvent on répète, parce qu'on s'habitue à inclure la réalité des mondes de lumière dans notre vie, et cette fois-ci, c'est dans le monde de l'amour. Lors de la dernière nouvelle lune, on a dit c'est un état de conscience l'amour. Là, on va un peu plus loin. On dit c'est un état de conscience, et l'état de conscience, évidemment, correspond à certains êtres de lumière qui sont en action et ils font un travail. Rappelez-vous comment on regarde les planètes. Ils font un travail différent à chaque fois. Les êtres de lumière sont comme ça. Ils font un travail différent chaque fois. Et donc, ce n'est pas juste un état de conscience stagnant, toujours le même. Voilà un état de conscience, on entre dedans, on n'en bouge plus. Sinon, ce serait barbare. Pourquoi être fidèle à un état de conscience qui ne bouge jamais? Mais bien sûr que non. C'est un état de conscience avec lequel on est lié à ces êtres de lumière qui bougent en permanence. Ils sont vivants. Ils font un travail, ces êtres de lumière. Et c'est pour ça que la science n'aime pas trop. Je vous donne l'exemple du monde de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, qui n'aime pas trop la propolis. Pourquoi? Sa composition n'est jamais exactement la même. Et donc, elle ne peut pas vraiment dire « prenez ça pour telle chose » parce que c'est pas pareil. Et donc, nous, on doit se protéger parce qu'on fait vraiment, là, on vous dit quoi prendre. Vous savez, on vous dit quoi prendre, donc on se prend au sérieux. Et donc, comme on vous dit quoi prendre, eh ben, on ne peut pas vraiment, là, choisir ça parce que c'est jamais tout à fait pareil. Imaginez avec une attitude pareille, comment on va faire pour cultiver en nous l'attitude de se polariser aux êtres de lumière qui font un travail toujours différent. Regardez l'astrologie. Est-ce que 2 fois on a nommé le même travail? Et ça fait des années, ça fait maintenant environ 5 ans que je fais l'astrologie sur cette chaîne, de quoi parler les étoiles. Jamais la même chose. Jamais, jamais, jamais. Parce que les êtres de lumière font toujours un travail nouveau. Et voilà que là, en amour, on se propose ça. Et donc, quand on dit fidélité et état de conscience comme la dernière nouvelle lune, eh bien là, cette fois-ci, comme on a la grâce que ce carré Jupiter-Uranus avec Vénus non seulement se poursuit, mais s'intensifie, les deux sont stationnaires, là, comme on a décrit, eh bien, on a la chance d'aller un peu plus loin et de dire, c'est un état de conscience qui nous relie aux êtres de lumière présents dans cet espace, qui font un travail toujours différent. Et donc de dire, faire ça en amour, c'est pas bien. De quoi parle-t-on? On parle d'une forme de dogme, on parle de quelqu'un qui n'est pas connecté aux êtres de lumière à ce moment-là. Et donc, il faut aller voir, se polariser à ces êtres-là. Évidemment, c'est pas parce qu'on le dit qu'on va être capable de le faire parfaitement tout le temps. Et donc, on va le faire une fois. Est-ce qu'on aura bien senti? Est-ce qu'on aura bien entendu ces êtres de lumière dans cet espace? Probablement non. Mais c'est pas grave. Au moins, on s'est habitué à les sentir dans cet espace. Il ne faut pas se culpabiliser sur le sujet de l'amour, il est trop précieux, trop important pour commencer à y mettre des mauvais clichés. Parce que quand on se culpabilise, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, dans cet espace de l'amour, on invite quoi? Mais d'autres sortes de forces, pas des êtres de lumière très, très superbes. On invite, oui, des êtres du monde invisible, mais parfois, qui sont plutôt sombres au bout de la ligne. Même dans l'espace d'amour, on le fait.
puisque c'est peuplé aussi cet espace. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est l'amour, c'est parfait. Ah, il n'y a rien à redire, l'amour, c'est parfait. » Oui, l'amour, c'est parfait parce que c'est un état de conscience qui nous connecte aux êtres de lumière et dans lequel on peut faire dans les plus beaux travaux possibles de faire sur Terre. Mais ça dépend, parce qu'on dit les êtres de lumière, mais en fait, c'est les êtres du monde invisible qu'il faut considérer. Donc, s'il y a d'autres forces qui sont là, il faut aussi le savoir, il faut s'habituer, il faut choisir qui on invite. Parce que si on est sensible aux êtres de lumière, on va commencer à choisir qui on invite. Regardez par exemple, on travaille en astrologie et voilà, moi je nomme les planètes d'une certaine façon. Mais très rarement vous allez m'entendre catastrophe terrible, mauvaise planète. Pourquoi? Parce que je choisis. Mais quelle vibration de cette planète est-ce que j'invite dans le travail conscient que l'on fait tous ensemble? Dans ces vidéos aussi. Et donc on choisit qu'est-ce que l'on invite dans les plans de lumière, dans les plans invisibles. Disons-le comme ça, parce qu'effectivement, parfois, on invite autre chose. Donc, qu'est-ce qui est présent? Vérifier. Oser regarder soi-même. Et pas demander aux voisins, pas demander aux clairvoyants, pas demander aux religieux du coin, pas demander à l'astrologue du coin, pas demander au scientifique du coin qui va aller regarder lui avec son microscope ou je ne sais trop quoi. Regarder soi-même dans les plans invisibles. Ah ah, qu'est-ce qui se trouve là? Et on apprend doucement. Et c'est capital de le faire. Si l'on veut que l'amour évolue sur Terre, il n'y a pas d'autre façon que d'y ajouter ce point de vue des êtres de lumière, enfin en fait, des êtres du monde invisible, que l'on souhaite que ce soit des êtres de lumière en permanence, hein, mais voilà, d'ajouter cela et que chacun devienne très autonome à faire ce travail, à le voir davantage. Je le nomme. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui fait ça là maintenant. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui va le faire une fois que c'est nommé dans une vidéo comme ça sur YouTube, c'est certain, non, bien sûr que non. Mais on avance. On se soutient aussi les uns les autres. On s'encourage. Ah, tu aimes. Ah oui, là, il y a eu un moment difficile dans ton amour. Ah, ah. Est-ce que tu as pu voir ce qu'il y avait? Pas dans le sens essayer de voir qu'une clairvoyance étrange, mais juste sentir. Ah, ça m'a fait sentir ça, ça. C'est une force quand même plutôt lourde. Qu'est-ce que j'aimerais mieux? Qu'est-ce qui pourrait être? Comment les forces de lumière travaillent? Et ça, c'est toute une science et on en parlera davantage avec les vertus, avec les qualités. Quel grand monde, ça. Mais voilà. Comment est-ce que ce ciel travaille? Comment est-ce que le monde invisible travaille avec nous dans l'espace d'amour? Voilà. Voilà ce que nous propose. Entre autres, on peut faire plein de lectures des aspects astrologiques, mais voilà une version très très directe quand même de ce carré. On se prépare et 2024 nous amènera d'autres innovations, d'autres ajouts, d'autres changements avec, on le sait, ce rapprochement Jupiter-Uranus. Là, on est au maximum de proximité de Jupiter-Uranus pour un petit bout de temps. Jupiter va rétrograder, puis il reviendra après, en 2024, pour la vraie conjonction. Et donc, profitons-en. Ce sont des forces puissantes pour faire des vrais grands changements. Et là, c'est l'amour qui se prend tout ça. C'est Vénus, en Lion. Puis on le sait, Vénus, avec toute l'histoire qu'elle a eue avant, en plus avec Mars, tout ça, vous vous rappelez peut-être, dans les mois passés, eh bien, elle est prête pour être travaillée. Et donc, on ose nommer ça. On ose dire, voilà, c'est à chacun de développer cette capacité de sentir les êtres de lumière, et ceux qui travaillent avec De quoi parlent les étoiles, cette chaîne YouTube, ou encore mieux, là où on travaille plus fort encore, ça sera astrologie.life, le parcours d'astrologie que j'offre. Et bien dans ça, à quoi ça sert tellement? Entre autres, beaucoup, à apprendre à ajouter les êtres du monde invisible dans notre travail en permanence, à réfléchir avec eux, que la nouvelle philosophie qui descend sur Terre, ce nouveau ciel qui descend sur Terre, qui implique ça, parce que l'ère du Verseau, c'est ça, c'est une ère, c'est une époque où oui, on inclut ce monde. Et déjà, on prépare le terrain. On commence, on a 2000 ans. On commence. Ce ne serait pas parfait, mais on le travaille chacun. Et c'est pas là, moi, Yann, qui dit exactement tout le temps c'est quoi qui se passe. Pas du tout. Je le fais là pour partager, pour nous habituer, pour qu'on travaille ensemble. Mais la réalité qui est importante, c'est chacun de son côté après. D'utiliser cette attitude, de prendre cette façon et de la rendre vraiment avec nos forces à nous.
et de s'habituer à inclure toujours cette vision du monde invisible dans ce que l'on vit. Le regarder vraiment. Le regarder comment le monde invisible travaille. Avec l'amour. Bon, voilà. On va amener ça un peu plus loin. Évidemment, dans astrologie.live, comme à l'habitude, ceux qui ne sont pas habitués, regardez dans la description, il y a un lien pour y aller, si vous voulez aller plus loin sur tout ça. Voilà. On a une parenthèse, là, on a un grand mois pour travailler sur faire évoluer cette notion d'amour en nous. Et là, la clé de cette fois-ci, c'est ça. Y ajouter la compréhension, la polarisation aux êtres des plans invisibles qui s'y trouvent dans cet amour. Et soudainement, cet amour ne nous appartient pas du tout qu'à nous, puisqu'il y a plein d'êtres dans les plans invisibles qui sont là, qui nous donnent plein de sensations, plein de vécus, toutes sortes de choses. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils travaillent? Comment on peut travailler avec eux pour réaliser des choses de plus en plus belles et grandes? Et comme ça, se diriger doucement, pas à pas, à amener, moi j'aime bien le dire comme ça, mais le royaume de Dieu sur terre, faire de cette terre un jardin de paradis, etc. Toutes ces visions magnifiques. Doucement, doucement. Même s'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, on est très capable de faire des pas et d'y arriver. Surtout en plus qu'on peut le faire. On a un groupe, en tout cas sur astrologie.live, ça se sent, et on se soutient dans ça, et c'est très beau de voir aller ce groupe. Moi en tout cas, ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite, pour d'autres vidéos d'astrologie.